Ah ouais, non, mais non, l'accordéon, hein, c'est tellement out of mode total. Moi, je suis assez fan de l'accordéon en vrai. Ah, regardez, quand je danse et tout, ça fait de l'accordéon et tout. Attends, c'est quoi? Alors, on va écouter Paul. Ah mince, vous l'entendez pas. 8 lettres, c'est bon, pardon. Et le prénom et le nom. Donc en fait, je vais vous présenter une série d'images. Sur chaque image, il y aura un personnage de jeu vidéo. Il faudra deviner le nom du personnage. À chaque fois, c'est un nom de personnage historique célèbre. Et le nom de jeu vidéo dans lequel il apparaît. Il y a un screenshot d'une image où il y a un personnage dedans. Vous essayez de deviner, de retrouver qui c'est. Et vous essayez de reconnaître le jeu dessus. Quelques précisions. Le nom du personnage, c'est son nom usuel en français. Par exemple, si, là ce ne sera pas dans l'exemple évidemment, enfin ce ne sera pas dans le quiz, mais si jamais je vous mettais une image de Napoléon, ça serait Napoléon, ce ne serait pas Bonaparte. Ce ne sera pas Napoléon Bonaparte. Ouais, mais alors ça dépend, le nom ça va dépendre de la date, parce qu'avant il se faisait appeler et c'est le nom Bonaparte et en après il s'est français, fait si appeler jamais Napoléon, il y a des donc questions, des petits changements entre le l'exemple est pas français, bon là. Hein. l'anglais ou la langue d'origine, donc on prend le nom français. Le nom du jeu correspond à la série de jeux vidéo. Je ne vous demande pas l'épisode spécifique à chaque fois, c'est le nom de la série au global. Si je vous mettais une image de Skyrim, ça serait le nom, ça serait The Elder Scrolls 5 Skyrim et non pas juste Skyrim. Donc il faut connaître la série de jeux vidéo. Oh là là, mais c'est dur. Spécifique, l'épisode spécifique, connaître la série. Si c'était Grand Theft Auto, j'aurais mis Vice City, ça serait Grand Theft Auto Vice City. Là, c'est un petit changement par rapport au dernier quiz que j'ai fait. Là, c'est tous les caractères, espace et apostrophe qui comptent. Pour compter, c'est plus facile, j'ai l'impression. Donc, par exemple, si on voit le jeu Baldur's Gate, la 10e lettre, ça sera le G. C'est B-A-L-D-U-R. Oh là 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 espace là. G. Ok. On va jamais s'en sortir. Voilà, Je compte sur vous de chat. Hein. à trouver. Donc sur chaque image, il y aura un personnage et un jeu. Le personnage donne une lettre, le jeu donne une lettre. Donc 4 images au total et ça fait 8 lettres au total à trouver. J'ai rien compris. Quiz, on m'a dit que généralement je fais des quiz plutôt difficiles. Je confirme. Rien que les règles déjà. Mais l'idée c'est un enfer. que c'est probable que vous ne trouverez pas toutes les réponses. Parce que bon, voilà, si vous ne connaissez pas tous les jeux du monde. Mais genre, dis pas ça, donc, tu les dégoûtes direct. Aussi, si vous essayez de partager les réponses entre vous, comme ça vous pouvez vous assurer que ce que vous avez trouvé c'est bien ça, ou rectifier, ou demander si quelqu'un a trouvé un autre jeu que vous n'avez pas trouvé. Donc l'idée c'est un peu de vous aider entre vous à trouver. Voilà. Donc j'espère que ce ne sera pas trop difficile. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on démarre? Non, ça a l'air bon. C'est le jeu simple comme bonjour, c'est ça. Vas-y Solène, donne-moi la première image. Deuxième Alors, lettre vous voyez du... un scrupshot d'un jeu vidéo. Donc, il faut que vous Clé preniez la deuxième O-P-A-T-R-E-E. Voilà, je vous rappelle, donc c'est si I et E. Grand Theft Auto, ben, ça sort le R. Et vous essayez de reconnaître le personnage. Et si vous reconnaissez le personnage, ça sera la 8e lettre de son nom. C'est trop dur. Qui est cette femme? Le jeu vidéo est assez reconnaissable. Le personnage aussi, en fait. Bon, IE. Là, je vois que ça discute beaucoup dans le Non public. Est-ce que sur Twitch, est-ce que ça trouve? Ça a l'air de trouver. Attends, clé. Ah oui, clé, j'ai oublié le L. Voilà, pareil. Deuxième S lettre du nom du jeu. L-O-U-I. Et quatrième lettre du nom du personnage. Le nom sous lequel on le connaît. Bill.
C'est Louis Croivet-Bâton. Mais faut écrire Croivet-Bâton. C'est bon? Allez, image suivante. Edge Neuvième lettre du of nom du jeu. Empire. Je vous rappelle qu'on compte tous les caractères, espace, apostrophe, compris. En Et I. deuxième lettre du nom du personnage. Le personnage est vraiment tout petit. I, mais et c'est Jeanne d'Arc. Si vous connaissez le jeu, vous reconnaissez de suite. C'est Jeanne d'Arc, elle joue les francs. C'est Jeanne d'Arc. En plus, c'est marqué en haut à droite. Donc, en I et E. Neuvième lettre du nom du jeu et deuxième lettre du nom du personnage. Et le quatrième et dernier screenshot, Solène. Ah, les espaces comptent. Les espaces comptent. Voilà. Septième lettre du nom du jeu. Ça, c'est Red Alert. Allez, en français, non, en français. Alerte rouge 2. Enfin, alerte, non, c'est alerte rouge 1, pardon. Et c'est Staline. Septième lettre du nom du jeu. Alerte directement dans le jeu, c'est rouge. R. Et puis, si tu vas sur l'image suivante, RE. on va voir un petit résumé. Donc, il y avait 4 images de jeu, donc 2 lettres à chaque fois à reconnaître. Et dès que vous avez trouvé, vous pouvez le dire, soit sur le chat dans Twitch, soit sur le chat dans Gazer, soit directement en vocal. IRSO et RE. Donc il faut remettre les lettres dans l'ordre, elles sont dans le désordre. IRSO, mais il nous en manque 2. Merde, il nous en manque 2. D'une créatrice de jeux vidéo, sachant que le prénom et le nom de famille. Isorem. Irsorem. Merde, c'est un nom de créateur de jeux vidéo qu'il nous faut. Ah oui, d'accord. Sorry. Ah merde, il t'en manque une. Mais il t'en manque une, Acarius. Donc. Ah, j'aurais dû prendre des notes, c'est ça que tu me dis. C'est ça que tu me dis, j'aurais dû prendre des notes dans mon cahier. Irsorem. Il y a 2 erreurs. Ah ok, il y a 2 erreurs. Oh bah bravo. Attends, mais oui, mais j'aurais dû prendre un papier. Bah c'est Red Alert alors. Ah non, c'est Command and Conquer. C'est Command and Conquer, du coup, le nom du jeu. C'est quoi? Il m'a entendu. Il m'a entendu. On donne le nom des séries de jeux vidéo. Ouais, c'est Command and Conquer. Du coup, attends, il y a 2 erreurs. Attends. Nom du jeu, c'est... Ah, c'est Sid. Mais non, c'est pareil, Sid Meier. Parce que c'est Sid Meier's Civilisation. Non, même pas. Si? Oui, je l'ai vu dans le chat. Je l'ai vu dans le chat, c'est Ludo. Ah, c'est ça, c'est Sid Meier. Ludo. J'ai même pas eu besoin de vous donner un indice en plus. J'avais préparé une slide avec un indice, mais quelqu'un l'a trouvé. Bon, félicitations. Ah ouais, trop fort. Hein. Alors la réponse, c'était Sid Meier. Oh, il y a un petit peu d'orthographe dans ce qu'il y a écrit Ludo, mais c'est quasiment bon. Le créateur de Civilisation, le premier jeu que l'on voit en haut à gauche. Ah, il manquait 3 lettres, mais il a quand même trouvé. Ah, bravo. Bon, est-ce qu'on reprend chacun et on essaie de débriefer pour voir si vous avez tout trouvé? Est-ce que tu peux revenir en arrière et on va dire qu'est-ce qui était quoi? Tu sais pas qui c'est? Acarius, sans déconner? Alors ici, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent le jeu? C'est le créateur de toutes les séries Civilisation. Et attends, il en a créé d'autres. Civilisation et même Civilisation 6 exactement. Donc comme c'était la deuxième lettre du nom du jeu, c'était I. Et le personnage, c'était... non, il faut remettre les lettres dans l'ordre après. Le nom de personnage, c'est R. Screenshot suivant. Ici, est-ce que vous reconnaissez? Il y a quand même des indices. Un gros indice. Bah, c'est Assassin's Creed Unity, évidemment. Ah, on a perdu Paul. D'ailleurs, saviez-vous que j'ai fait une vidéo sur Louis XVI dans Assassin's Creed Unity? On a perdu Paul? Il est où Paul? La remarque qui était pertinente, c'était que Civilisation, à partir de je sais plus quel épisode, le nom complet c'est Sid Meier. Et voilà, je l'avais dit. Et non pas Civilisation tout court. Mais comme la deuxième lettre
C'est toujours un I dans les deux cas, donc si vous aviez Sid Meier's ou Civilization. Coup de chance de Paul qui a fait l'erreur. Je vois dans le chat, oui, c'était bien Assassin's Creed Unity et c'était Louis XVI. Donc la deuxième lettre du nom du jeu c'était un S et voilà, Louis Croivet Bâton. Et là, je sais plus quelle lettre du nom du personnage, c'était un I encore. Slide suivante. 9e lettre du nom du jeu. Age of Empire 2, il n'y a pas de série, non? C'est Age of Empire 2 et Jeanne d'Arc. Jeanne! Au secours! Ouais, c'est pas sa femme 2. C'est Age of Empires 2, c'est la campagne de Jeanne d'Arc. Justement, là, on accompagne Jeanne d'Arc au début. J'ai mis un petit carré noir parce qu'il y avait marqué Jeanne d'Arc, sinon sur la unité sélectionnée, c'était un peu trop simple. Mais c'est marqué en haut à droite. J'avais hésité à mettre une cutscene, mais je me dis, bon, on reconnaît quand même Age of Empires 2. Donc, du coup, de 9e lettre du nom du jeu, ça devait être M, et 2e lettre du nom du personnage. C'est marqué en dessous, hein? Peut-être, ouais. C'est marqué dessus, Age of Empires? Non, oui, en haut à droite, c'est marqué escorter Jeanne. J'ai oublié de le cacher. J'avais mis en haut à droite objectif, j'avais enlevé Jeanne de survivre, mais j'ai oublié d'enlever escorter Jeanne jusqu'à Chinon. Jusqu'à Chinon et lui, évidemment. Voilà, il y avait un gros indice, on va dire, si vous aviez l'œil. Et dernière, ça est-ce que... Staline, au secours! Ouais, c'est Alerte Rouge, mais c'est là où il y avait un piège, c'est que le nom de la série, c'est Command & Conquer Alerte Rouge, ou Command & Conquer Red Alert, ça change rien. C'est surtout Command & Conquer qu'il fallait... Ou Command & Conquer, comme je dis JDG. Command & Conquer. Donc, 7e lettre du nom du jeu, c'était un D, et je sais plus quelle lettre du nom du personnage, c'était... Oh, il connaît même pas la solution de son jeu. Et du coup, vous avez toutes les lettres pour Sid Meier. Voilà, ben, félicitations encore à Ludo qui a réussi à trouver avec 5 lettres sur 8. C'est pas mal. Allez, il est 20h30, on est pile poil dans les temps pour passer à la suite. On va inviter les doctorants, historiens et historiennes, doctorants, enfin voilà, tous les gens qui travaillent en histoire, qui sont inscrits à la JAM, à venir se présenter et surtout présenter leur sujet de recherche. Est-ce que vous voulez venir autour de moi? Comme ça, on peut les faire par ordre? Oui, une bonne idée, oui. Alors, et ben déjà, au niveau de tous les historiens, venez, on va vous expliquer pour le partage écran. Bon, je vais le faire comme ça sera plus simple pour avoir tout le monde. Du coup, pour partager votre écran, en bas de votre écran, vous avez une barre bleue sur laquelle vous allez avoir... Attendez, là, on voit rien. Ouais, voilà, comme ça. Oh, je suis en plein milieu, j'ai pas gaffe. Si tu veux te présenter, tu peux. Je sais pas où tu es. Viens donc, et j'explique après. Hop, normalement vous devez m'entendre, mais vous ne me voyez pas parce que je suis en stream. Je veux juste prendre une minute pour me présenter, que vous voyez bien mon petit avatar et tout. Je referai la présentation vendredi soir. Donc je suis William, le co-organisateur de la Game Jam, et je m'occupe de streamer l'événement sur Twitch. Voilà, donc ne soyez pas surpris si vous me voyez passer, je mets le petit point rouge pour montrer que je suis en live. Si je l'ai pas, c'est que je suis pas en live. Si vous voulez pas passer sur Twitch, vous avez bien sûr le droit, donc vous pouvez couper vos cams, etc. Je ne veux pas être totalement intrusif, et donc je viendrai pas vous prendre en secret. Et généralement, je me ferai connaître un peu en avance si je passe vous voir. Voilà, je vous souhaite une bonne jam, et puis de toute façon, on se recroisera pendant tout le week-end. Ça marche, merci William. Du coup, pour les historiens et les historiennes, si vous voulez partager votre écran, en bas de votre écran, vous avez une barre bleue avec, vous avez votre webcam, le nom avec lequel vous apparaissez sur l'espace, salut, votre micro, salut et Seb, sur la droite, comment ça va? Vous avez un petit icône avec un écran. Quand vous allez cliquer dessus, à ce moment-là, vous pourrez choisir de partager une fenêtre, un écran, une fenêtre ou un onglet. Les historiens, venez, on va vous expliquer comment partager. Alors, les vieux, je vais inviter donc la première équipe, donc ça va être dans l'équipe. Venez voir, il faut appuyer sur le bouton à côté. Et pour les personnes qui sont en retard, on va enregistrer vos présentations. Si jamais vous n'êtes pas OK avec le fait d'apparaître sur la vidéo, n'hésitez pas à garder votre caméra coupée. Oh non, attends, on n'est pas fatigué, on est dans le rush total. Oui, est-ce que vous m'entendez? Alors, Solène. Là, c'est important parce que, voilà, ça y est, c'est le moment, c'est le moment.
On va Ça fait enfin pas de découvrir les partager sujets ton des écran, chercheurs. quelque chose. Ça va être... Moi, j'ai rien à attention. partager. Je vais vous pitcher en 3 minutes from scratch. Très bien, ça marche. Eh bien, quand tu veux, c'est parti. Ok, très bien. Donc je me présente, je m'appelle Solène Minier, je suis en 4e année de doctorat en histoire médiévale en co-tutelle entre Sorbonne Université à Paris et l'université de Padoue en Italie. Histoire médiévale, c'est assez vaste, le Moyen-Âge, ça couvre 1000 ans. Moi, je me spécialise plus particulièrement sur les 2 derniers siècles du Moyen-Âge, le 14e et le 15e, qui sont un petit peu les siècles catastrophes dont on a gardé des images atroces de type guerre, peste, famine, et des poux et des puces de partout. Moi, ce qui m'intéresse à cette période-là, ça va être l'histoire des femmes et l'histoire du genre, et plus particulièrement l'histoire de la participation des femmes à la vie économique des villes italiennes, et plus particulièrement d'une ville italienne. Je reviendrai dessus juste après. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que le Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, c'est un monde qui est très urbanisé, en fait, et qui est très proche de beaucoup de questionnements qu'on se pose encore aujourd'hui sur ce que c'est qu'une cité, et ce que c'est que la place des femmes dans la cité. En l'occurrence, moi, l'angle par lequel je l'aborde, c'est quelle est leur place politique au travers de leur implication économique. Qu'est-ce que leur participation aux circulations économiques de tout type, que ce soit du travail salarié, du travail non salarié, le fait d'apporter une dot dans un mariage, qu'est-ce que ça dit de leur place politique, à la fois au sein de la famille et au sein de la cité dans son ensemble. Et concernant la cité, j'ai une étude de cas particulière, c'est la ville de Padoue, qui se trouve à 30 km à l'ouest de Venise, en Italie du Nord. Pourquoi Padoue en particulier? Eh bien, parce que de telles études ont déjà été menées dans les très grandes villes italiennes du Moyen-Âge, qui ont laissé de très beaux dépôts d'archives, comme Venise par exemple, ou Gênes, qui ont été très traitées, Florence aussi. Et à Padoue, au contraire, on a de magnifiques dépôts d'archives qui n'ont jamais été traités sous la forme, en termes d'histoire des femmes et en termes d'histoire du genre. Ce qui veut dire que je vais brasser une très grande quantité d'archives, dans son immense majorité non éditées. Donc ça va être des contrats de notaire, ça va être des règlements et des statuts de corporation, c'est-à-dire de corps de métier. Ça va être des déclarations fiscales également, et à la marge, un petit peu plus à la marge, des procès. Voilà, je pense que c'était ce que j'avais à dire sur ma thèse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, c'est un sujet... Je vous entends pas. J'avais oublié de on était bouche bée là, on alors, reste juste, bouche bée devant le sujet. On va faire toutes les présentations d'historiens. Je vais essayer de résumer ta thèse juste en quelques mots pour qu'on s'en souvienne bien quand on les reprenne derrière. Est-ce que histoire des femmes à Padoue à la fin du Moyen-Âge, ça va? Quelque chose comme ça? Parfait. Parfait. Parce que si on résume comme ça, c'est très bien. C'est juste pour s'en rappeler. Hein, histoire des femmes à Padoue à la fin du Moyen-Âge. Eh bien, merci Solène. On va enchaîner tout de suite. Voilà, c'est pas trop les questions et tout, c'est plutôt là, c'est les présentations des sujets. Et les discussions, ça va être après toutes les présentations. Et la personne suivante... Des poux, des femmes en Italie. Solène Marty, c'est pas, rappelle-moi qui c'est. Super dur à traiter. Je sais pas, on réfléchira, on fera après un petit brainstorm, voir comment on peut faire. Histoire des femmes à Padoue, là, moi je vois bien un petit jeu de gestion, mais il faudrait un jeu... moi je vois bien un petit jeu de gestion, mais tout simple. Enfin, vraiment à la hauteur d'un personnage, pas un jeu de gestion hyper volumineux. Je suis là. Ravi de te revoir. Attention. Ah, Simon, un ancien qui revient. Oui, du coup, j'étais pas au courant dans quelle équipe je me trouvais. Alors, je voulais partager... Je voulais partager un truc, mais... Est-ce que vous voyez? Ah, il a perdu son PowerPoint. Simon qui avait participé à la Game Jam l'année dernière avec le jeu Fortuna Maris, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Ok, bah malheureusement, nous n'avions pas gagné. Non, mais c'est pas grave, le jeu a été streamé, testé et apprécié par beaucoup de gens. Voilà, comme disait Elisabeth, le jury c'est un incentive, on va dire, mais voilà, il n'y a pas de récompense
Mais oui, parce que le problème, c'est que déjà tous ne peuvent pas gagner, et puis ça dépend de la synergie d'équipe, ça dépend de plein de choses. Eh bien, je suis Simon Moramarco, doctorant en archéologie romaine à l'université Paul Valéry de Montpellier. Je suis en 4e année. Mon sujet de recherche s'intitule Transport, commercialisation et diffusion des œuvres d'art de la période romaine, donc 2e siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle après Jésus-Christ, avec pour exemple la Narbonnaise occidentale. Alors, ce sujet s'articule autour de la question de la place des œuvres d'art. Donc, j'entends par là les statues, le mobilier prestigieux et la vaisselle décorée principalement, non pas en tant qu'œuvre, mais en tant que marchandise. Il s'agit pour moi d'étudier différentes œuvres ayant été retrouvées lors de fouilles archéologiques sous-marines et de tenter de retrouver la région où elles ont été fabriquées, comment les commerçants les intégraient dans l'assemblage des différentes cargaisons et quelles était la destination de ces œuvres, aussi bien sur le plan géographique que commercial, autrement dit, dans quel port le navire devait potentiellement décharger ces marchandises-là, et qui en étaient les acheteurs. Plus généralement, mon sujet de recherche s'imbrique dans les thématiques de commerce, des échanges et de l'économie romaine. Je n'étudie pas seulement les œuvres d'art en elles-mêmes, mais également les objets qui ont voyagé avec elles. Donc ça me permet de reconnecter plusieurs parties de l'Empire romain. Et si mon sujet se concentre sur la Narbonnaise occidentale, c'est parce que je prends en compte les sites submergés, donc les épaves de navires qui ont été retrouvés sur la côte occitane. Ma thèse intervient dans 3 disciplines qui sont l'archéologie sous-marine, l'histoire économique et l'histoire de l'art. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Wouhou! Donc Simon qui revient pour une 2e année avec ce sujet qui est vraiment sympa, centré sur le commerce, etc. Juste un petit résumé, un peu comme ce que tu as écrit, commerce d'œuvres d'art à l'époque romaine. C'est bon comme... Oui, ou plus généralement commerce à l'époque romaine. Ouais. Ah oui, comme tu disais que c'était pas juste les œuvres d'art, mais ce qui accompagne. Alors attends, je réponds à ta question. Je réponds aux questions parce que du coup vous avez compris, je parle pas trop pendant les présentations des historiens pour pas trop parasiter l'écoute. Okay, très bien. Oui, il y a des historiens contemporaines, il y a toutes les périodes qui sont représentées. Et en effet, son sujet pourrait s'intéresser au buste de César que j'ai parlé en vidéo, le fameux buste attribué à César dont on ne sait pas vraiment si c'est César. Marie-Cécile. Bienvenue Marie-Cécile, n'oublie pas d'allumer ton micro, voilà. Bonsoir, alors juste je vais faire le partage de l'écran. Ah, je le vois plus. Je vois plus mon PowerPoint. Voilà. Ah. Je vous mets l'écran de présentation, c'est plus intéressant. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Marie-Cécile Pinault, donc je suis prof dans l'enseignement secondaire et en parallèle j'ai fait ma thèse donc pendant 7 ans entre 2015 et j'ai soutenu ma thèse en décembre 2022. Donc je travaille sur un ambassadeur français à Rome donc qui s'appelle Charles de Neuville, donc seigneur d'Alincourt. Il a été ambassadeur du roi Henri IV auprès du pape Paul V de 1605 à 1608. Alors, l'avantage de ma thèse, qui était aussi une volonté de ma part, c'était donc bien sûr de m'attacher à qu'est-ce qui se passe pendant cette ambassade. 3 ans, c'est court et en fait, il se passe énormément de choses. Il y a notamment une grosse affaire diplomatique entre le pape qui jette l'excommunication sur Venise et qui après ne sait pas comment faire pour essayer de se sortir un peu honorablement de cette situation. Forcément, je m'attache aussi à voir comment il négocie avec le pape, comment est-ce qu'il essaye aussi de restaurer l'image du roi de France Henri IV à Rome. Et surtout, on est à un moment où donc l'ennemi, c'est pas l'anglais, pour une fois, ça change, c'est l'espagnol. Et les Espagnols ont une très très grande influence à Rome. Et donc mon ambassadeur est chargé d'essayer de contrer un petit peu cette influence-là. Et donc la grande image que vous avez, c'est un peu le point d'orgue de son influence. Alors lui ne verra jamais cette statue du roi Henri IV. Donc, si jamais vous allez à la basilique Saint-Jean de Latran, donc elle est toujours visible aujourd'hui, mais il a réussi à mettre le socle. Alors là, on ne voit pas le socle et il y a son nom tout en bas, marqué Carolo de Neuville, Ambasciatore di Francia. Voilà.
Donc après, voilà, donc j'ai plein d'autres choses à dire, mais voilà, donc une ambassade française à Rome sous Henri IV, 1605-1608. D'accord. Bah, du coup, c'est parfait parce que je vais pouvoir écrire directement ce que tu as dit. Ambassade française à Ah là là, il y Rome, a un jeu un peu géographique à faire sous Henri peut-être. IV. Ça te va? Très bien. C'est intéressant ce côté très biographique, Très on bien. s'intéresse va à un passer- personnage et Ah on oui, essaie de j'ai pas comprendre l'époque à précisé, partir du Cécile personnage. Pinault est dans l'équipe Caron, ou Charon, selon la façon dont vous voulez le prononcer. On va passer à Hélène Thérin, qui, elle, est dans l'équipe HEL, H-E-L. Ça, c'est vraiment un hasard, c'est marrant. Un puzzle sur la statue. Bonsoir. Pourquoi pas? Hélène, Alors, c'est bon, oui? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui? On t'entend bien, oui. Hélène. D'accord, donc je vais partager mon écran, si c'est possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Autoriser? Attendez. Oui, normalement, tu as une petite fenêtre qui te demande autoriser. Bah, je ne sais pas si je vais réussir à le faire. Non. Ah mince. Tu serais ça. Non, c'est pas Ça a ça. l'air de marcher. C'est bien, mais c'est pas le bon écran. C'est pas la bonne fenêtre que tu as partagée. Non, non, mais j'arrive pas à le faire en fait. Mince. Est-ce que tu veux partager tout ton écran éventuellement? En fait, je voulais partager un document, mais j'arrive pas à le faire. Sélectionner une fenêtre ou un écran et il faut mettre. Je ne sais pas. Bon, bah sinon, tant pis, je vais faire sans. C'est pas grave. Non, mais C'est pas grave. essaye de mettre partager l'écran. En fait, il me met sélectionner une fenêtre ou un écran. Ouais, c'est ça. Ouais. Désactiver les notifications et après autoriser. Je peux pas il est grisé en fait, donc je peux pas le. Donc c'est pas grave. Ça me rappelle les formations numériques dispensées aux collègues. Ça va être un peu compliqué. Ah bah c'est. Bah, c'est pas grave. Je vais faire sans et puis éventuellement. C'est un nouvel outil. On n'a pas fait de crash test. Hein. On n'a pas fait d'entraînement, etc. On peut aussi demander à la personne suivante de présenter, puis après tu fais des tests. Et après... Oui, faites ça. Ah là. oui, merci. Oui, je veux bien. On fait comme ça. Allez, ça sera. Merci, super. Tu auras le temps de faire tous les tests que tu veux. Okay, du coup, on fait une petite pause. On reprendra Hélène tout à l'heure. Et là, on va passer à Denis, le Gwen, je ne sais pas comment on prononce exactement, avec l'équipe Morrigan. Denis, oui, si tu es... Ah, attendez, parce que du coup, je suis perdu. S'il prend pas les bons sujets là, il prend dans le désordre. Alors, est-ce que le son fonctionne? Ok, c'est bon. Ça ne fonctionne pas. Ah, maintenant, il n'y a plus le son. Non, on n'a pas le son. Est-ce que ça avait marché tout à l'heure, Denis? On a eu, oui, on a Sébastien, on a 8 doctorants. On a eu un désistement il y a 10 jours, mais il y avait suffisamment de gens cette année. On va voir la personne suivante. On a été bon. Et après, on vous reprend pareil que Hélène. Ouais, on va faire comme ça. On va passer à Tristan, du coup. Tristan, c'est l'équipe Perséphone. Il vaut mieux faire une petite pause et sauter et revenir plutôt que attendre. On a eu moins de difficultés, je racontais, à recruter des historiens cette année parce que en fait on est directement passé par les rendez-vous de l'histoire et le recrutement des RVH. Alors, enchanté, bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Tristan Portier, je suis doctorant en fin de 4e année de thèse, donc j'ai plus ou moins fini mon travail de rédaction et je travaille sur les cimetières dans la ville de Bath, qui est une ville dans le sud-ouest de l'Angleterre, donc spécifiquement entre 1800 et 1911, autour de l'idée d'une transition funéraire. Donc c'est le passage d'un système qui est constitué d'enclos d'églises et de petits cimetières informels pour les minorités religieuses, qu'on appelle non-conformistes, à un système beaucoup plus bureaucratisé au milieu du 19e siècle. Donc, c'est des cimetières paroissiaux beaucoup plus religieusement inclusifs, beaucoup plus surveillés. Et c'est intéressant de faire cette étude-là sur l'Angleterre parce qu'en Angleterre, le processus tarde. En France, il est fait au début du 19e siècle. En Angleterre, ça tarde beaucoup plus parce que l'église anglicane, qui est une église d'État, est beaucoup plus attachée à tout ça. Donc, il y a tout un tas de problèmes politiques à régler, des problèmes d'argent, de gestion, véritablement.
Et donc, à travers l'exemple de la ville de Bath, moi, j'essaie de voir comment le système des enclos, le vieux système, s'est adapté, s'est progressivement effondré sous la pression de logiques commerciales et de conflits locaux, et ensuite est réapparu sous une autre forme avec le système d'État. Et donc, je m'intéresse au rôle des acteurs économiques, des acteurs religieux, des acteurs politiques, et de comment, pour utiliser un langage un petit peu vulgaire, ils se foutent joyeusement sur la gueule autour de comment créer ce nouveau système de cimetière. Donc, voilà. Très bien. Donc si je résume, je mettrai transition funéraire en Angleterre à la fin du XIXe siècle ou cimetière en Angleterre. C'est vrai que c'est un thème qui est vraiment dans pile dans le... C'est plus facile à suivre, je pense. Okay. Vraiment dans le thème des rendez-vous de l'histoire. D'ailleurs, je pense qu'il participe au rendez-vous de l'histoire et qu'il fera une communication là-bas. Parfait. Et je pense qu'il y a du potentiel. Pour l'équipe de Tristan. Qu'il y a du potentiel. On va maintenant passer à Fabian Zuc. On est ravi de retrouver, qui avait déjà participé. Et oui, Fabian, mais pas à la Game Jam de l'an dernier, mais il était déjà venu il y a 2 ou 3 Game Jam, je crois. Okay. Donc, est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Oui. Alors, je vous propose un projet aujourd'hui qui s'appelle le Petit Bang. En fait, depuis juillet, je suis embauché au CNRS. C'est un projet qui concerne l'origine des peuples de l'Afrique de l'Ouest, l'origine des langues et le contact des cultures dans cette région. Donc, vous pouvez suivre le lien si vous voulez. Pour d'autres informations, je suis canadien, docteur en histoire et docteur en sciences du langage. Donc, je travaille sur l'histoire des langues. Et en fait, ma méthode a été développée pour le latin, les langues germaniques, romanes et indo-européennes, mais je le transpose maintenant sur l'Afrique. Et donc, je vous invite de m'accueillir, de me suivre dans cette aventure dans un terrain qui m'est nouveau. J'ai participé en effet à un Game Jam historique en 2022 et encore un autre en 2023 où notre jeu Philologus avec Marcelène et quelques autres peut-être qui sont présents ont pu gagner le prix du jury. Donc l'Afrique de l'Ouest, territoire immense, je me concentre sur le Mali en particulier, sur un plateau qui s'appelle l'escarpement Bandiagara. Et là on trouve des falaises dans lesquelles habitent plusieurs peuples dans des grottes troglodytes. Ce sont des gens qui se sont enfuis des envahisseurs à des époques antérieures. On ne sait pas si c'était au cours du Moyen-Âge ou même dans la préhistoire. Et donc, notre équipe, par la linguistique, la génétique et l'archéologie, on cherche à résoudre le mystère du contact entre les peuples et l'expansion des langues sur ce territoire, notamment en suivant les emprunts entre les langues ou des ressemblances culturelles. Et donc, dans notre zone, on trouve des villes très connues comme Tombouctou, mais pas que. Et je vous invite à me poser d'autres questions par la suite. Merci beaucoup. Ah, c'est la grosse surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il nous présente ça. Juste une petite question courte. Est-ce qu'actuellement tu es au Canada ou tu es en France ou ailleurs? Je suis à Paris, là. À Paris, à oui, d'accord. Ok. C'est marrant, parce que moi, du coup, je suis au Canada en ce moment. C'est marrant. Enfin, on inverse. C'est pas du tout son sujet de thèse qu'il avait présenté pour Philologus, donc c'est cool, c'est une belle surprise. C'est une très belle surprise. Ton sujet la préhistoire linguistique, culturelle, génétique de l'Afrique occidentale. Préhistoire linguistique, culturelle. Ah, mais c'est tout aussi god tier que son sujet de thèse originel. Je kiffe à mort. Celui-là, ça va être trop cool. À suivre. J'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont nous imaginer là. Et donc c'est l'équipe Shinigami, du nom d'une divinité de la mort dans la culture japonaise. Maintenant on va passer à Alexis Suster de l'équipe Thanatos. Du coup je le classe dans quoi moi, Fabian? Je le mets en médiéval, je le mets en préhistoire? Juste... Ouais, tout le monde est un podium. C'est Schuster mais c'est compliqué. Schuster on prononce? Okay. Oui, Schuster, ouais, c'est ça. Okay. Mais Alexis, c'est très bien. Très bien. Je vais partager mon écran tout de suite. Voilà. Ah, celui-là, je l'attends. Je vois plus le reste. Ouais. Voilà. C'est très bien. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Alexis Schuster. Donc, moi, je suis doctorant en fin de première année à l'École pratique des hautes études à Paris.
Et donc, en fait, je travaille donc sur l'Égypte ancienne, comme peut-être l'image pouvait vous donner un petit Ouais, indice. on se devine. Et plus précisément sur l'Égypte du 1er millénaire avant notre ère, donc ici le 4e et 3e siècle avant notre ère. Et plus précisément, je travaille sur les pratiques funéraires en fait en Égypte ancienne, et encore plus précisément les papyrus funéraires. Alors peut-être vous avez déjà entendu parler du terme de livre des morts, voilà ce genre de terme-là. Eh bien, on est exactement dans ce milieu-là. Et je travaille plus précisément sur un très long papyrus funéraire. Là, je vous ai mis très rapidement le layout, on va dire, de ce papyrus-là, qui fait environ une vingtaine de mètres de long et qui contient donc un exemplaire complet du livre des morts, qui sont en fait un ensemble de formules destinées à aider le défunt dans l'au-delà. Avec notamment voilà, des formules qui l'identifient à un dieu, qui lui permettent de se transformer, qui lui apportent des connaissances, le nom de lieu qu'il doit traverser. Le défunt a aussi ses quiz en fait dans l'au-delà. Et en plus de ça, à la jonction de ce livre des morts, on a d'autres textes adaptés, et c'est une partie de l'originalité aussi de l'étude que je fais, qui sont des textes un peu particuliers, puisque le propriétaire de ce papyrus était un prêtre à Thèbes au IVe siècle avant notre ère, et il a en fait adapté, récupéré des textes qu'il utilisait pendant des fêtes religieuses pour le dieu Osiris. Il les a adaptés, il a mis son nom à la place du dieu Osiris, et il s'est en quelque sorte approprié ces textes pour son bénéfice. Un détail que je dois dire sur la langue sur l'écriture plus précisément de ce papyrus, c'est que, comme vous avez pu le voir au début, bien sûr, il y a des hiéroglyphes, mais il est principalement, ce papyrus, rédigé en hiératique, qui est une version simplifiée des hiéroglyphes. Donc voilà, vraiment mon travail en fait sur ce document, il est autant dans l'analyse des textes, c'est-à-dire voilà, dans les démarches des sciences religieuses, une démarche philologique, que également en fait une étude matérielle, puisque j'ai un soin particulier à porter à la question des fabrications des papyrus, des ateliers de script, parce que comme vous voyez, c'est un document très long, donc c'est un papyrus qui demande de s'organiser. Plusieurs personnes travaillent dessus, une personne pour ses illustrations, on va dire, une personne pour les textes. Il faut éventuellement faire des corrections, il faut rattacher différents feuillets. Donc voilà, je m'intéresse également à toute cette dimension-là. Et je rajoute également un intérêt pour l'aspect, on va dire, social de ces pratiques funéraires, puisque c'était d'ailleurs justement l'intérêt de Blois avec les vivants et les morts. En fait, avant même en fait, d'utiliser ce papyrus dans l'au-delà, il a déjà un sens pour les vivants au moment de sa fabrication. Donc je m'intéresse en fait aux logiques qui expliquent la production de ces textes, comment ce prêtre avait accès à certains textes particuliers qu'il a mis dans son papyrus, et ce que ça pouvait dire de lui-même, de son vivant, en fait. Donc voilà, je vous remercie. Très bien, merci. Oh là là, tellement... ce sujet, il est tellement ouf. Papyrus funéraire en Égypte ancienne, comme juste mot-clé. Je dirais dans l'Égypte du 1er millénaire, pour être plus précis. Mais ah, ensemble de tatillons. Ah là là. Lui, à mon avis, il va galérer avec les devs. Très bien, merci Alexis. Ouais, en plus tu dis, t'as raison, Égypte c'est God tier, c'est vraiment, enfin t'as des images mentales, niveau design, niveau son, ça doit être. Très bien. Donc, ça devient tout de suite. Solène vient de me dire qu'elle va partager l'écran d'Hélène et va pouvoir faire la présentation avec le partage d'écran de Solène. Ah merci, super. Hélène, quand tu veux, Attends, c'est qui se présente? C'est Hélène. Alors attends, Hélène. Ah, je vais y arriver. Ok. Ah oui, c'est tout petit du coup. Bien. Donc, en fait, je m'appelle Hélène Thérin. Donc, je suis en 2e année de doctorat à l'Université de Rouen en littérature française du XVIIe siècle. Donc, moi, je ne suis pas en histoire. Mais bienvenue! Sinon, je suis professeure dans le secondaire et c'est une reprise d'études après plus de 23 ans d'enseignement. Voilà. Donc, moi, ce que j'étudie, ce qui m'intéresse, c'est le XVIIe siècle, mais non classique. Donc, la première partie du XVIIe siècle, le titre de ma thèse s'intitule Poétique des récits macabres dans le premier XVIIe siècle, d'où le lien avec le thème de cette année des rendez-vous de l'histoire. Donc, le macabre est traditionnellement associé aux danses macabres du Moyen-Âge et de la Renaissance, ou aux romans gothiques et fantastiques des XVIIIe et XIXe siècle, auxquels je me suis beaucoup intéressée auparavant dans mes études. Mais mon travail s'attache à explorer cet imaginaire dans les récits très très peu connus en fait du premier XVIIe siècle.
entre Renaissance et époque classique. En fait, voilà, c'est cette période qui m'intéresse pour voir comment il y a déjà des thématiques macabres qui seront ensuite développées beaucoup plus tard, mais qu'elles sont déjà présentes d'une certaine manière, mais évidemment sous une autre forme. Donc, par exemple, dans les histoires tragiques qui sont inspirées par les faits divers des canards sanglants de la Renaissance, emplis de crimes provoqués par des passions non réglées, dans les romans pastoraux qui mettent en scène des bergers. Alors, on pense à l'Astrée, celui-là, c'est le seul qui doit être à peu près connu, peut-être, du public. Donc, qui mettent en scène des bergers apparemment naïfs, mais qui en fait sont souvent travaillés par la tentation du suicide ou une réflexion sur l'immortalité de l'âme. Et dans les romans dévots qui sont tournés vers le prêche et le martyrologe, et qui ont pour héroïne des innocentes sacrifiées, donc en fait comme dans le roman gothique plus tard finalement, ou des pécheurs repentants jusqu'au supplice. Donc il y a tout un arrière-plan théologique, idéologique qui moi m'intéresse, hein, souvent cette mort du 1er XVIIe siècle, elle fait le choix du spectaculaire, parce qu'en fait cette époque conserve le souvenir sanglant des guerres de religion, des grandes épidémies du siècle précédent finalement. Et c'est aussi le moment de la crise démonologique, donc avec les procès des sorcières, par exemple. Et aussi, oui, le développement de l'anatomie. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration qui me semble voilà, correspondre à mon sujet. Donc, nos récits sont souvent écrits par des hommes pieux nourris d'humanisme, à l'époque des vanités dans la peinture, voilà, et des histoires tragiques qui mettent la fiction au service d'une préparation à la mort dans le cadre des arts du bien mourir. Donc, nos récits prennent place de nuit dans des églises, des cloîtres, des caves, des forêts peuplées de brigands, des chambres closes, mais aussi sur les rives tendres du Lignon ou dans les mers chaudes. On y croise des bergers éconduits et mélancoliques, des moines lubriques et nécrophiles, des parents abusifs poussant leurs enfants au suicide, des filles et des pères incestueux mais repentants, des chirurgiens sans scrupules prêts à autopsier des vivants, des spectres revenus annoncer une mort prochaine ou dénoncer leurs criminels, des corps qui saignent à l'approche de leur assassin, des maris jaloux qui font manger en pâté à leurs femmes le cœur cuisiné de leur amant, des femmes haineuses qui tuent leurs rivales en leur offrant des gants empoisonnés, par exemple, des sorcières qui montrent l'avenir dans des glaces ou garantissent le retour de l'être aimé, des sorciers qui animent des cadavres pour punir les vivants sans vergogne. Voilà. Voilà. J'ai terminé. Allez, débrouillez-vous avec Donc, ça. on a mangé avant de... Voilà, c'est ça. Sacré sujet. Ah, il est exceptionnel oui. encore, Oui, exceptionnel. comme titre poétique des récits macabres au début du XVIIe siècle. C'est ça. C'est bon pour toi? Exactement. Là, j'ai Très des bien. idées qui me viennent, mais je vois un truc un peu narratif en croisant tous ces personnages totalement loufoques, avec des femmes multiples et tout. Ah, je sais pas. Tu veux venir au niveau d'un podium. Alors, juste pour rappel, Hélène Terrain est dans l'équipe Hel, H-E-L, nom d'une divinité de la mort dans les mythologies vikings. Et Denis est dans l'équipe Morrigan. Bonjour, vous m'entendez cette fois? Ah, Oui, c'est on t'entend parfait. Et je ne sais pas si vous me voyez. Oui, on te voit aussi. Très bien. Bien, bonjour à tous. Donc, Denis Le Guen, je suis professeur d'histoire dans le secondaire, dans un lycée à Nantes. Et en dernière année de thèse, donc je suis en train de rédiger en ce moment. J'ai participé au festival de Blois l'année dernière et puis avec plaisir à nouveau cette année. Alors moi, je travaille sur la culture matérielle des marins, des gens de mer au XVIIe, XVIIIe. Alors j'ai une slide d'ailleurs que j'avais préparée, mais vu mon haut niveau technique que vous avez remarqué déjà, je ne suis pas sûr d'y arriver. Et on passe après confinement, hein. Enfin, je veux dire, on a été formé pour ça. Hein. Est-ce que vous la voyez? Est-ce qu'on la... Oui, on la voit. Moi, je vais la mettre. Voilà, parfait. Je ne sais pas si c'est bon. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Ouais, tout va bien. Très bien. Voilà, donc je travaille sur donc, les marins du XVIIe et XVIIIe siècle à partir de deux sources, du croisement de deux sources que je trouve originales, les archives judiciaires et l'archéologie sous-marine. En fait, mon idée est un peu de porter un regard anthropologique sur les grands voiliers de cette époque, une époque qui est déterminante puisque ces grands déplacements, ces grands voyages aux quatre coins du monde vont bouleverser en profondeur les sociétés, à la fois en Europe et ailleurs. Et ces sources sont intéressantes dans cette approche un peu anthropologique, entre l'histoire et l'anthropologie, parce que les archives judiciaires qui proviennent des fonds d'amirauté, des tribunaux, nous permettent de retrouver des scènes de vie à bord. Je vous donne un exemple, il y a une altercation lors du repas, qui est un moment fort de la sociabilité sur un navire. Eh bien, les témoins vont déposer ensuite et vont donner des détails sur la façon dont ils mangent. Et
Dans l'archéologie sous-marine, on va retrouver les objets qui sont manipulés à ce moment-là, lors du repas. On va retrouver la gamelle du matelot, celle qu'il va utiliser pour frapper son camarade. Et c'est ainsi, en fait, autour de l'objet, de la culture matérielle, que je vais essayer de reconstituer les gestes et donc la vie quotidienne de ces marins. Alors, j'utilise des fonds d'amirauté des principaux ports bretons fin 17e, début 18e, Saint-Malo, Nantes, etc. Mais en réalité, ce sont des marins qui viennent d'horizons divers et qui vont un peu partout également, faire de la pêche à Terre-Neuve, en Amérique pour le commerce au long cours, mais c'est aussi les corsaires, c'est aussi les pirates, c'est aussi la traite négrière, même si on est un petit peu tôt, fin 17e, début 18e, c'est avant l'essor vraiment de la traite négrière française. L'archéologie sous-marine, je me suis travaillé principalement, et cet objet que vous voyez sur la slide en provient, sur des épaves corsaires qui ont fait naufrage à Saint-Malo. Alors la première notamment, donc tout début 18e siècle, la Dauphine. Et vous voyez, on retrouve des objets qui sont parfois assez originaux, comme cette pipe et son étui, qui était vraisemblablement sculpté par un marin à bord du navire. Donc, il y a une idée derrière, un objectif que je poursuis derrière ce travail de thèse, c'est que il me semble que le navire apparaît comme un microcosme en fait, de la société moderne. Elle nous explique comment fonctionnent les interactions sociales, et les objets d'ailleurs participent pleinement de ces interactions sociales. Ils disent quelque chose des acteurs, ils jouent un rôle dans la définition de chacun d'entre eux. La gamelle, cet exemple, par exemple, finit par définir le marin à l'époque. Et c'est une autre idée, c'est que le navire de cette époque est aussi un laboratoire de pratiques culturelles nouvelles et un laboratoire qui identifie cette population qu'on mobilise désormais par millions, la population voilà, qui sont les gens de mer de cette époque moderne, qui préfigure aussi des révolutions dans le monde du travail qui sont à venir. Finalement, l'objet de mer est le révélateur d'une identité qui est en train de se forger. Et puis, c'est aussi une mémoire de la mer, de cette expérience souvent brutale à laquelle sont confrontés donc, ces millions d'hommes pendant l'époque moderne. Une mémoire qui est intéressante d'interroger jusqu'à aujourd'hui, puisque le goût pour l'archéologie sous-marine, par exemple, et les objets qu'on peut visiter, qu'on peut admirer dans les musées, nous disent aussi quelque chose de cette mémoire et de notre rapport plus généralement à la mer. Voilà pour cette présentation. Waouh! C'est hyper intéressant comme approche. Donc j'ai écrit Objets culturels des marins des 17 et 18e siècle. Le croisement entre sources judiciaires et... Alors, pardon, j'ai pas entendu le tout début. Et sources matérielles. Des marins des 17 et 18e siècle. Ah, je pense qu'il faut plus d'infos pour essayer d'imaginer un jeu. Je vois pas... Là, moi, j'ai aucune idée, là. Morrigan, pour Denis. Merci. Ah, j'avoue, là, j'ai pas d'idée qui me vient tout de suite. Peut-être que s'il avait donné des exemples un peu plus précis de... Ah, il a donné le repas, mais... Voilà, là on a fini les présentations des 8 historiens et historiennes. Je suis ravi parce qu'on n'a absolument pas sélectionné les historiens, mais on a encore une grande variété d'époques et de lieux. Ça part de l'Égypte ancienne, Rome, l'Angleterre, l'Afrique de l'Ouest, des choses qui sont... Enfin, les océans, etc. Et donc à la fois géographiquement et chronologiquement, on a une grande variété de sujets. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est un vrai point fort et on n'a pas fait exprès. Hein. Il y a plusieurs personnes qui ont évoqué, donc je me rappelle que le thème des rendez-vous d'histoire cette année, c'est les vivants et les morts. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs thèmes de sujets de recherche qui sont autour de ces sujets-là. Ouais. On a recruté absolument pas par ce biais-là. de faire un jeu autour de ces thèmes-là. C'est juste cette année, les rendez-vous d'histoire sont sur le thème des vivants et des morts. Mais voilà, en fait très bien. Tout le monde fait le sujet qu'il a envie. Donc l'étape suivante, ça va être d'aller dans la... On va retourner dans l'amphithéâtre. Donc Solène va expliquer. Vas-y Solène. Ouais, je vous reprends. L'étape suivante, du coup, ça va être le fameux speed dating avec nos spécialistes qui viennent de présenter les sujets. Comment ça va se passer? C'est très simple. Vous avez vu dans le hall, il y a des tapis avec des noms d'équipes. Du coup, chaque spécialiste va se positionner sur son tapis.